Eh ben, allez, on va enchaîner du coup, web service, ça tombe bien, sécurité sur le web service. Voilà, je ne vais pas en dire plus tout de suite, on va attaquer directement. Je fais un petit rappel de web service. Je ne fais pas tous les web services, sinon j'ai le buzzer pour ça, mais je pars du principe que je vais rappeler 2-3 fondamentaux pour qu'on soit d'accord, ok, et je pars du principe qu'on va travailler là-dessus sur la sécurité des services en tout cas. Il y a plusieurs possibilités de faire du web service sur IBMI. Je me suis limité pour l'explication à AWS, qui est une fonctionnalité intégrée par IBM, mais je donnerai un tout petit mot des autres possibilités quand même qui existent. Et puis les différentes listes un petit peu de BABA, j'allais dire, de sécurisation des services, pas trop accéder à l'administration, à la communication, etc. Donc normalement, il n'y a pas trop de surprises. Sur le contenu, l'idée c'est plutôt pas à pas voir ce qu'on peut sécuriser assez facilement pour avancer dans ce chemin. Donc, tout petit rappel sur le web service. Web service, c'est la capacité entre deux systèmes, peu importe leur technologie, de pouvoir appeler un traitement d'un système depuis un autre en utilisant les technologies du web, c'est-à-dire une requête HTTP. Je vais me limiter à ça. Il se passe bien sûr tout un tas de choses dans la partie serveur d'application pour faire tourner le service, exécuter les programmes et compagnie. Mais finalement, ce qui va nous intéresser, c'est aussi beaucoup la sécurité sur le réseau, dans le premier point. Bon, je vais déjà me concentrer sur la partie vraiment utilisation du protocole HTTP. Aujourd'hui, vous avez certainement des web services déjà en place dans vos organisations. Sur l'IBMI, on commence à en voir également beaucoup. C'est devenu un standard de facto. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est très simple. C'est basé sur le protocole du web, tout le monde sait faire aujourd'hui, c'est basé sur du texte. Enfin, voilà, donc c'est extrêmement facile, c'est extrêmement normé, et tous les systèmes savent faire. Donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement efficace en termes de comment on peut appeler ça, connecteur universel, on va dire, d'un point de vue mécanique. Donc en fait, on va se baser, pardon, je vais revenir. Donc on va utiliser le principe du web avec une adresse HTTP subdivisée en plusieurs morceaux, mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'on a une adresse qui va identifier un service. Derrière l'adresse, on pourra également faire passer de la donnée, et on peut faire passer de la donnée éventuellement dans d'autres endroits de la requête. Alors, il y a différents types de services, mais je l'ai mis ici, c'est vraiment pour rappel. Il y a des services SOAP et des services REST. Alors, les services SOAP, c'est les plus anciens. C'est ceux qui sont à gauche, qui sont mon écran. Ils sont basés sur une codification XML en fait, des données que vous devez envoyer ou recevoir en réponse. C'est extrêmement normé, ça c'est plutôt bien. Et de l'autre côté, enfin, j'allais dire de façon récente, de façon plus récente, hein, ça existe quand même depuis un moment, il y a des services dits REST qui sont plus légers, qui vont utiliser du XML, mais surtout du JSON, et sur lesquels on va utiliser un petit peu plus profondément le protocole HTTP, mais ça va alléger justement les requêtes. Et donc typiquement ici, j'ai pris un exemple qui est un exemple fourni avec les serveurs IBM, pour dire voilà en SOAP un appel, voilà en REST à droite un appel. On voit qu'en SOAP, il y a beaucoup plus de données à encoder et à faire transiter qu'en REST. Et j'ai mis en jaune, en fait, la partie de données qui nous intéresse réellement, aussi bien à l'appel qu'au résultat. Et bon, c'est juste pour démontrer que ce qui nous intéresse, c'est un pouillème du message qui est transmis. Donc, en tout cas, cette mécanique, elle est connue, elle est simple d'utilisation. Et juste là-dessus, pour rebondir, parce que j'en ai besoin pour la suite, une requête HTTP, elle est constituée d'une adresse, avec potentiellement des valeurs des valeurs qui peuvent suivre sur l'URL. Elle est constituée également d'entêtes. Donc des entêtes, c'est des valeurs qu'on va passer dans la requête pour indiquer au serveur à qui on envoie la requête quel comportement on attend ou décrire ce qu'on lui envoie. Lui dire, je vais t'envoyer de la donnée elle est en XML, et je voudrais bien que toi tu me répondes de cette façon-là. Ça permet d'indiquer du comportement qui est attendu ou de l'élément technique. Et puis vous avez en termes d'appel de la donnée qui est transmise. C'est le cas à gauche, il y a de la donnée qui est transmise. À droite, en reste, la donnée n'est pas transmise dans le corps de la requête, elle est entièrement transmise sur l'URL.
Et en termes de réponse, la structure est la même. On a des entêtes qui décrivent la réponse, et puis on a une valeur de réponse. C'est relativement simplifié. Si vous connaissez bien les web services, vous allez me dire c'est plus subtil. Oui, d'accord, mais le principe, enfin, la base technique, c'est quand même celle-ci. Et donc toute la question derrière, c'est de dire bah, comment on fait pour sécuriser ce mécanisme-là. Alors, chez IBM, vous avez un produit qui s'appelle Integrated Web Services, IWS, ça va plus vite. Alors j'ai dit gratuit, pardon. Vous le payez avec la licence IBMI, d'accord, mais il n'y a pas de... De toute façon, vous avez la licence IBMI, donc il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est ce que je veux dire par gratuit, exactement. Il existe quand même depuis, je ne sais plus, mais il existe depuis longtemps. Je n'ai plus l'année en tête, mais ça commence à faire... 6.1 6.1 avant 6.1 ouais, moi j'aurais dit, enfin bon, il existe depuis longtemps, ça marche bien. Il évolue bien, tous les 6 mois avec les technologies Refresh, il y a des nouvelles fonctionnalités. Voilà, c'est vraiment un produit qui est vivant, qu'on voit maintenant très utilisé chez les clients sur lesquels on a de la demande. Donc ce produit-là permet deux choses. Il permet d'exposer les services web, c'est ce qui va m'intéresser là aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez des traitements, et ce traitement, on le rend applicable, je ne sais pas si c'est invocable, c'est mieux, au travers d'un service web, donc au travers d'une requête HTTP, et le produit s'occupe de toute la tuyauterie en fait, nécessaire pour faire ça. Donc vous fournissez du programme RPG, COBOL, ce que vous voulez, et on le rend accessible au travers des technologies du web. Du programme, des requêtes SQL par ailleurs. Il permet également, dans l'autre sens, de faire des appels, d'invoquer des web services. J'en parle pas, d'accord, mais on a les capacités de faire autre chose, aussi bien en programmation ILO qu'avec du SQL. On va s'intéresser sur l'exposition, et j'en ai profité, puisqu'on parle sécurité, pour faire un tout petit rappel, Log4j, puisque c'était une des failles quand même qui a fait tant de bruit dans la presse, entre autres, mais voilà, qui a été assez sévère. Donc c'est juste pour revenir dessus. IWS, c'est un serveur Java derrière, il y a du Log4j à l'intérieur, les failles ont été corrigées, c'était juste pour faire le rappel des PTF et des groupes PTF à mettre. Vu les niveaux, normalement, ils sont déjà en place chez eux. J'ai pas fait le sondage pour savoir, mais... ouais. Donc, ok. En tout cas, c'est corrigé. Du Log4j, il y en avait aussi dans d'autres produits. Hein. Je me suis limité à AWS ici et j'ai remis les liens correspondants qui vont bien derrière. Ok. Donc, la question, ça, c'est un dessin qui est dans la doc IBM. Normalement, j'ai mis la référence, mais j'ai dû déplacer le dessin, c'est pas grave. Dans la doc IBM, on dit IWS, il est composé de ces différents éléments. Donc, sur la gauche, c'est celui qui appelle le service, celui qui invoque le service, donc ça, c'est pas nous. IWS, c'est vraiment composé d'un serveur HTTP, c'est un serveur Apache, par définition, c'est lui qui gère la communication HTTP, qui transmet la demande à un serveur Java, puisque c'est le seul qui va être capable d'exécuter dynamiquement quelque chose dans une application qui va faire des contrôles de transformation, etc., qui lui-même va appeler derrière votre web service provider, c'est-à-dire réellement l'implémentation HPG, le programme de service que vous avez préparé préalablement. On voit sur la flèche du bas que vous n'êtes pas obligé d'avoir le serveur Apache en frontal. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez demander une instance de serveur web service juste avec la partie Java sans avoir l'Apache devant. D'un point de vue global, après, parce que je ne peux pas détailler tous les cas, d'un point de vue global, je me suis aligné sur le fait que vous ayez un Apache et un Java, ce que je vous recommande, puisque dans le serveur Apache, on va pouvoir régler beaucoup de choses au niveau sécurité, on ne pourra pas directement régler au niveau du serveur Java. Pourquoi on peut créer directement le serveur Java sans le serveur Apache? Au cas où vous ayez déjà des serveurs HTTP frontaux qui soient déjà équipés, sur lesquels vous faites du proxy, reverse proxy, autre chose, et vous voulez vous connecter directement dessus, sans rajouter encore des couches. Mais dans le cas générique, j'ai pris les deux pour l'instant. Si vous avez déjà des serveurs existants, de toute façon, vous connaissez déjà la mécanique. Donc, l'idée, c'est de dire, je vais peut-être pas faire les live démos, vous avez une interface d'administration qui est disponible sur votre partition IBMI qui permet d'aller arrêter, démarrer, créer, supprimer des instances de serveurs de web service. Et pour accéder à cette console d'administration,
tous les profils qui sont OBJ et IOSysConfig, normalement, peuvent démarrer, peuvent se loguer dans le serveur d'administration et faire toutes les opérations sur tous les serveurs. Bon, normalement, des profils de l'OBJ, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. On est passé sur tous les sujets précédemment. Malgré tout, dans la réalité, voilà, on va au niveau des audits, hein, des profils de l'OBJ. Des fois, il y en a, j'ai des machines sur lesquelles il y en a 3. Et il y en a un, c'est le profil de groupe de tout le monde. Donc, voilà, ça marche pas. Donc, vous pouvez malgré tout, il faut faire attention à ça. Et si votre sécurité est bien faite, si vos utilisateurs, vos développeurs ne sont pas au l'OBJ, à l'inverse, on a des moyens de donner le droit de faire des actions à des développeurs qui ne sont pas au l'OBJ et aussi. Sinon, il faudrait les élever, ce serait un peu embêtant, on vient de dire l'inverse depuis tout à l'heure. Donc, dans la console d'administration, vous avez un petit onglet avancé, permission, qui permet, serveur par serveur ou utilisateur par utilisateur, de dire qui peut faire quoi. Tel développeur a le droit d'arrêter tel serveur, tel administrateur a le droit d'en créer, d'en supprimer. Donc, première chose, ça, c'est quand même plutôt une bonne idée, hein, d'accord? Parce que sinon, quand vous essayez de vous loguer, je n'ai pas mis l'écran, mais vous avez un écran qui dit non, je ne veux pas te loguer parce que tu n'es pas au l'OBJ et IOSysConfig, et j'ai beaucoup de clients qui ont commencé par là, par mettre les droits. Donc on prend 2 secondes, on met pas les droits et on va plutôt à cet endroit-là pour régler tout ça. Profil de groupe, c'est géré ou pas? Ou liste d'autorisation? Ouais, parce que du coup, c'est toujours géré. Enfin, pas la liste d'autorisation pour le coup, parce que les droits spéciaux, là, ça va vraiment fonctionner par profil de groupe. Mais c'est bien le profil lui-même ou au travers de ces profils de groupe, avec la mécanique qu'a expliqué Dominique, qu'on doit retrouver ces droits-là pour pouvoir démarrer l'interface. Donc vous pouvez tout à fait faire... on peut rajouter des groupes pour gérer ça, mais pour le coup, au lieu de rajouter des droits à des utilisateurs, ici on a vraiment une mécanique intégrée qui permet de dire tu as quand même le droit de le faire. Ouais. Donc on a une interface web qui permet de piloter les serveurs, de les créer, de les supprimer, de les arrêter. On a aussi un certain nombre de commandes sous forme de script shell. Simplement pour vous permettre d'automatiser également toute l'exploitation, tout le déploiement sur vos serveurs de prod, où on ne veut pas forcément faire manuellement des opérations. D'accord? Donc vous avez des commandes qui permettent de faire exactement la même chose que l'interface graphique. Et évidemment, cette question d'autorité est également gérée dans les commandes de la même façon. C'est un détail, mais c'est important. Quand vous créez des instances comme ça de serveurs web, ou des instances Apache aussi, ou d'autres produits, vous avez dans l'IFS, dans le répertoire qui s'appelle 3W, vous avez un répertoire par instance, et vous avez toute la configuration qui est à l'intérieur, tout le code qui a été déployé pour faire les services, etc. etc. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller modifier les droits par défaut si nécessaire, pour vraiment... qu'on ne puisse pas aller accéder ou, pire, changer la configuration, puisque si vous avez accès en lecture dans ces répertoires-là, vous pouvez changer toutes les configurations des serveurs web qui sont derrière. Et dans le meilleur des cas, ça ne marche pas. Dans le pire des cas, ça fait autre chose. Tu parlais, Guy, tout à l'heure de sites de phishing qui viennent au milieu, etc., prendre de l'info. Bah, ouais, si on a accès à la configuration, on peut faire. Donc, ça, c'est vraiment les opérations de base, droit sur les profils, droit sur les répertoires. On est vraiment sur les fondamentaux, hein, d'accord? Je vais assez vite là-dessus, parce que réellement, là, on est sur la base. Maintenant, si je reprends le dessin, on va aussi pouvoir agir sur le serveur Apache, puisque le serveur Apache, par défaut, va communiquer en clair, c'est-à-dire toutes les données que vous allez transmettre ne vont pas être cryptées. Et le serveur Apache communique lui aussi avec le serveur Java au travers d'une requête HTTP, hein, pareil. Et là aussi, ça se passe en clair. Et par ailleurs, même si vous avez un serveur Apache, rien n'empêche un client qui connaît la configuration qui est derrière d'aller faire de la requête directement sur le serveur Java. Vous n'êtes pas obligé de passer par le serveur Apache, même si vous l'avez pris. Le serveur Java, il est disponible, la communication est exposée, vous pouvez l'appeler directement. Donc, déjà, on va crypter la communication. On va crypter la communication des deux côtés, comme ça on est serein, et on verra après, on essaiera de limiter. Donc,
Première chose, déjà, on va mettre du certificat. Alors, c'est du certificat comme vous allez retrouver sur les sites web, hein, classiques. Ça permet de crypter la communication, et donc ça permet déjà de protéger la donnée qui va transiter, puisque comme vous appelez des traitements, des programmes, des traitements métiers, dedans, il y a un moment, il y a de la donnée qui va passer avec, je sais pas, des numéros de carte de crédit, des numéros de sécurité sociale, des numéros de contrat, il y a de la donnée intelligente, a priori, qui va passer dedans. Donc, c'est bien quand même de crypter ça. Alors, vous avez dans l'interface d'administration, il y a des assistants. J'ai mis les captures d'écran ici au niveau des assistants. On peut faire ça de différentes façons, hein, d'accord, mais j'ai choisi de faire simple avec les assistants ici. Ou en sélectionnant bien l'onglet serveur Apache, on peut demander à l'assistant, OK, reconfigure-moi mon serveur Apache pour qu'il soit crypté avec un certificat TLS. Et il fait le job tout seul. Je pourrais vous montrer à la fin, en fait, ça fait que modifier un fichier de conf, mais un petit peu plus quand même. Donc on va, en choisissant Configure TLS, il y a quelques écrans qui vont vous poser des questions. Je ne les ai pas tous mis, vous voyez, il y a des steps jusqu'à 7, mais il y en a 2-3 où il n'y a pas d'infos, c'est informatif, donc je n'ai pas forcément tout mis. Mais vous allez choisir quel est le port HTTPS, donc le port crypté sur lequel vous allez vouloir communiquer. Le port normal HTTPS pour être sur Internet, c'est le 443, mais chez moi, il était déjà utilisé. D'accord, donc j'ai mis un 10443. Donc, choisissez votre port, c'est de la configuration par défaut. Vous indiquez si vous voulez que votre serveur, après configuration et redémarrage, travaille que en mode SSL, ou si on laisse le clair et le crypté. Pour les besoins de la démo, je vais laisser les deux. Et je vous conseille, dans une première étape, quand vous ne maîtrisez pas trop, de laisser les deux, le temps de tester les configurations. Mais quand vous avez validé vos configurations, vous allez désactiver le port en clair. Tout ce qui passe en clair, il n'y a pas de raison de le garder une fois que c'est validé. OK, donc on lui dit OK, voilà, ça va se passer ici. Et ensuite, on va aller choisir, et maintenant c'est intégré directement dans l'assistant, donc ça c'est plutôt pratique. Il va aller falloir choisir un certificat par lequel on va crypter cette communication. Et donc là, ici, l'outil, l'assistant gère le lien directement avec DCM. Il faut donner le mot de passe du magasin système. Et on peut demander à utiliser un certificat existant ou à aller créer un nouveau certificat. Soit un certificat que vous faites vous-même sur votre IBMI avec vos autorités, soit des certificats qu'on a préparés à l'avance pour le coup, qu'on peut aller acheter chez VeriSign, chez les gens qui vendent du certificat. On va sélectionner nos infos. Je n'ai pas fait les captures d'écran pour aller créer un certificat, mais okay, on vous demande 5-6 infos obligatoires, et puis le certificat, si c'est vous qui le faites sur votre IBMI, il crée en direct. Une fois qu'on a fait ça, on a un petit récapitulatif. On nous indique qu'il faut redémarrer le serveur pour la prise en compte de la modif de configuration, pas de souci. Et quand on redémarre, OK, c'est pris en compte et votre serveur est sécurisé. Je montrerai tout à l'heure, ça fait des choses aussi dans un autre outil qui s'appelle DCM, le gestionnaire de certificats. D'accord, justement, il y a un lien entre les deux. Et c'est pour ça qu'on nous parle de server application name, etc. Donc il y a quand même des choses qui sont faites dans DCM de façon automatique, mais je vous montrerai ça juste après. En tout cas, l'assistant fait la configuration tout seul. Si vous savez les faire à la main, vous pouvez le faire à la main. Ça peut être un peu plus fin, mais globalement, l'assistant le fait. Et quand on redémarre le serveur, encore une fois, il est sécurisé. Dans mon cas, j'avais choisi de garder les deux en clair et en crypté, d'accord, encore une fois, pour des questions de démo. Et à ce compte-là, dans la configuration des services qui sont déployés dans votre serveur AWS, vous pouvez indiquer, pour un service particulier, si vous l'autorisez à être appelé en clair ou uniquement en sécurisé. Vous pouvez avoir un serveur qui a des services en clair, des services en sécurisé, et forcer des services plus sensibles à passer que par sécurisé. Voilà. Bon, encore une fois, il vaut mieux tout sécuriser, il n'y a pas de raison de laisser beaucoup de choses. Donc, c'est la configuration, elle est quand même relativement facile là-dessus. C'est vraiment l'assistant, c'est vraiment l'assistant qui permet de faire ça de façon automatique. On est d'accord, quand tu changes tu sécurises ton Apache, tu changes ton URL d'appel. Alors, on change l'URL d'appel, puisque sur l'URL, ça va plus être HTTP, c'est HTTPS. Et pour le coup, j'ai changé le port également.
Donc l'URL d'appel est modifiée. Maintenant, les URL d'appel, dans la plupart des clients qui invoquent des web services, ça reste quelque chose d'un peu paramétrable. Oui, oui. Ne serait-ce que pour pouvoir se pencher une fois sur la recette, enfin voilà, on va faire des environnements dans lesquels on est. Mais oui, il y a de l'impact sur les appelants, donc si vous avez déjà des choses en production, faites-le pas les yeux fermés par contre. Effectivement, c'est ça le message. Ouais. Ça, c'était sur le serveur Apache qui est censé être en frontal, mais l'Apache et le Java communiquent aussi entre eux, et encore une fois, si on ne fait rien, un appelant peut très bien appeler directement sur le Java. Je peux le prouver. Donc, on va faire la même chose côté Java. Et là aussi, alors il faut bien prendre l'onglet Application Server cette fois-ci. On retrouve bien les deux onglets correspondant aux deux instances. Et là aussi, il y a un petit assistant configure TLS qui va poser à peu près les mêmes questions sous une forme un tout petit peu différente. Mais évidemment, de toute façon, c'est à peu près les mêmes choses. Il va nous demander quel est le port, quel est le niveau de protocole TLS qu'on va utiliser, est-ce qu'il faut désactiver ou pas le port en clair alors qu'on est en train de sécuriser, quel est le certificat qu'on veut utiliser, est-ce qu'on veut un certificat déjà existant dans DCM ou est-ce qu'on veut un certificat dans un magasin Java, parce que pour le coup, comme l'implémentation est Java, il supporte les keystores, les JKS, Java Keystore. Mais, ok, en gros, vous allez choisir le certificat, on lui indique 2-3 paramètres et après le petit récapitulatif et le redémarrage du serveur, là aussi on a sécurisé. Normalement, cette partie-là, elle se voit moins, puisque on est censé passer par l'Apache en direct. Cette partie-là, elle se voit moins. Il faut aller faire un petit peu des traces et des collectes pour vérifier qu'on est bien sécurisé. Encore une fois, c'est important parce que sinon, on peut attaquer directement ici en clair. Et si vous avez mis des choses dans l'Apache, de l'authentification, ce genre de choses, voilà, celui qui passe directement par Java passe tout à passe Apache. Tout ce que vous avez fait par les assistants, au final, ça fait quoi? Ça fait ça modifie les fichiers de configuration. Donc, j'ai indiqué un petit peu où ils étaient en serveur Java parce que souvent, ils sont un peu compliqués à retrouver. Ce qui est important dans ces fichiers de configuration, c'est qu'on a le lien entre l'Apache et le Java, justement. Il y a un lien qui est défini ici et c'est celui-là souvent qui nous pose problème de trouver. Bon. Mais en gros, l'assistant s'occupe de tout, ça fonctionne très bien. Si manuellement vous voulez faire des choses, moi, vous avez les références. Ok, c'est le deuxième fichier de conf parce que justement, je les ai cherchés longtemps. Donc, ok, on a crypté en tout cas les communications pour faire en sorte que même si quelqu'un essayait d'écouter ce qui se passe sur le réseau en termes de trafic, bah, ce ne soit pas facile pour lui de déchiffrer la donnée. Je n'ai pas dit que c'était crypté, que c'était inviolable, j'ai dit que c'est plus compliqué d'aller chercher. On fera plus tard le principe de la cryptographie, mais il y a un échange de clés préalable, et si les clés négociées au début de session sont interceptées, ben on pourra lire ce que vous avez pensé. Mais quand même, on est plutôt pas mal. Maintenant, le problème, c'est que je voudrais empêcher l'appel direct par le bas. Je voudrais forcer mes appelants à passer par mon serveur Java, mon serveur Apache, pardon. Je voudrais les forcer à passer par l'Apache et les empêcher de passer directement sur Java. Pourquoi? Parce que sur l'Apache, je vais rajouter des couches. Donc là, alors là, c'est relativement... on peut le faire par l'assistant ou on peut le faire par le fichier de conf également, hein, d'accord. Mais dans la configuration Java, dans les propriétés, on va aller éviter le lien entre les ports Apache et les entrées Java. Et au lieu de tout accepter, c'est mon étoile de gauche, on va accepter les IP entrantes qui sont du 127.0.0.1, c'est ce qu'on appelle le localhost. Ça veut dire que je n'accepte que les requêtes qui viennent de la machine elle-même, pas de ce qui vient de l'extérieur. Ça ne veut pas forcément dire que ça vient de l'Apache, en réalité. D'accord. Mais quand même, ça limite pas mal le. Donc ça me permet d'éviter en tout cas tous les appels extérieurs. Excusez-moi, ouais. j'ai une question. Si votre serveur Apache est détaché de votre machine web service, il faut mettre l'IP de l'Apache. C'est ça. Donc on rajoute l'IP de l'Apache bien déterminé. Parce que là, effectivement, l'Apache, il est sur l'UBMI parce que l'automate le gère comme ça. Si votre serveur Apache ou pas Apache, hein, d'ailleurs, un autre serveur HTTP, après, peu importe, et à l'extérieur, oui, évidemment, il faut faire des liens ici qui correspondent à l'adresse IP.
qu'on en parle un petit peu plus tard, enfin j'en parle très vite, mais d'un point de vue purement réseau, pour le coup, équipement réseau, ça peut être bien aussi de réduire le trafic et de dire je limite la communication de tel IP et tel IP, pour être sûr que les requêtes elles viennent bien du serveur à la page 2. Oui, là c'est mon cas d'exemple est vraiment tout sur IBM. Donc celui-là, très bien. Si vous voulez le faire directement par les fichiers de configuration, je refais le rappel. L'intérêt des fichiers de conf, c'est que une fois que vous avez fait vos confs sur vos machines de dev et de recettes, en général, vous les automatisez pour la prod. Donc c'est bien de regarder ce qui est modifié dans les fichiers de conf et de pouvoir reproduire comme ça. J'ai pas tout détaillé parce que après ça fait beaucoup de choses, mais pourquoi je force le côté à passer par l'Apache? Parce que par l'Apache, j'ai pas mal de directives que je peux indiquer qui permettent de faire de la réécriture, du proxy, du reverse proxy. Moi, j'ai des serveurs Apache avec plusieurs certificats différents parce qu'il y a plusieurs noms de domaines différents hébergés sur le même. Enfin, on peut aller chercher des choses subtiles dans l'Apache en termes de configuration. On ne sait pas aller chercher directement dans le serveur Java parce qu'il n'est pas là pour ça. Donc, c'est pour ça que toute la mécanique d'avant, elle était là. On vous recommande fortement pour les web services d'aller créer des IP supplémentaires sur votre IBMI. Vous avez en général 2 ou 3 IP sur vos machines. En général, une IP d'administration, une IP sur le LAN interne, une IP pour tout le monde. On vous conseille fortement d'aller créer des IP pour vos serveurs de web service et de leur associer un nom DNS dédié. Parce que d'un point de vue réseau, derrière, pour les gens qui vont s'occuper de ça chez vous, ça va leur permettre d'identifier le trafic, de le router, de le sécuriser côté réseau global. Et puis accessoirement, ça nous permettrait d'arrêter une IP sans impacter les autres, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on vous conseille de le faire. Il n'y a rien d'hyper nouveau. Hein. Enfin, vous savez faire des IP longtemps, on rajoute le nom DNS qui va bien. Et côté config Apache, on sait le gérer aussi. Et côté config Apache, on sait limiter le trafic entrant à une IP particulière. Donc c'est bien le but. Il y a un sujet important que je n'aborde pas ici, parce qu'on en parle juste après, c'est l'authentification. Évidemment. Mais il n'est pas dedans, parce que pour le coup, il y a des choses plus délicates dessus. Dans la pratique, n'exposez jamais votre IBMI directement sur Internet. Moi, c'est pareil, j'en ai un, et c'est pour jouer. Pas pour le mien. Voilà. Attraper les ours. D'ailleurs, dans les logs Apache, il y a des trucs assez rigolos du type delete runDLL32.exe, ce genre de trucs. Voilà. Il aura du mal à pleurer. Mais... Non, mais il faut faire attention quand même. Donc, la règle quand même, c'est vous avez des traitements. Enfin, si vous faites du web service, vous allez exposer du traitement sur votre IBMI de production, sur lequel il y a de la donnée, il y a de la vraie donnée sensible. L'exposez pas directement. Et la plupart du temps, maintenant, ce qu'on retrouve, quand vous avez besoin d'exposer à des partenaires ce genre de choses qui doivent se connecter à vos applications à vous, on trouve beaucoup chez nos clients de solutions de type reverse proxy, qui permettent vraiment de filtrer tout ce qui rentre en termes de requêtes, et éventuellement de réécrire avant d'arriver sur vos vrais services à vous. Et l'intérêt de réécrire, il n'est pas de complexifier chez vous la solution, il est de cacher l'implémentation à celui qui doit faire l'appel. Donc c'est pas parce que celui qui appelle une URL que c'est la vraie URL sur laquelle ça va s'exécuter. Bon, ok, en tout cas, passer par l'Apache, l'intérêt c'est vraiment celui-là. Maintenant, quand vous allez sur un site web, vous allez, si je reprends le principe HTTP de base, HTTP c'est un protocole qui n'est pas connecté. Donc quand vous allez sur un site web, on ne vous demande rien, on vous affiche le site web. On a déjà fait des trucs. Alors qu'on ne vous a pas encore demandé un profil, un mot de passe, une authentification. Donc, pour des web services, la plupart du temps, on aime bien avoir une authentification, mais quand même s'assurer que la personne qui appelle le service est bien quelqu'un qui doit pouvoir appeler le service. Alors, il y a ce qu'on appelle l'authentification basique, qui est gérée directement justement au niveau Apache. Et l'authentification basique, en fait, on transmet un profil, un mot de passe. La mécanique existante, elle peut se baser sur 3 choses différentes. On va aller vite là-dessus parce que c'est pas très nouveau.
vous pouvez vous appuyer sur des vrais profils IBM. On n'aime pas. Parce que du coup, l'utilisateur, il n'a pas besoin de se connecter en vrai, en réalité. On peut juste s'assurer qu'il est capable de montrer que c'est bien quelqu'un qui a la capacité à se connecter. Donc ça, on n'aime pas parce que ça vous fait créer des vrais profils avec des vrais mots de passe que vous allez donner à des partenaires qui ne sont pas chez vous. Pas terrible. On aime bien plutôt ce qui s'appelle dans l'assistant ici, les utilisateurs Internet. C'est-à-dire, ce n'est pas des vrais utilisateurs, il n'y a pas de profil d'utilisateur, on ne peut pas se connecter avec au sens d'un 5250 ou un SQL, on ne peut rien faire du tout avec. C'est quoi? C'est juste une inscription logique dans une liste de validation dans laquelle on va mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. La liste d'autorisation, elle a un avantage, elle est naturellement cryptée par le système. Ah, c'est plutôt pas mal. Vous donnez ce profil, ce mot de passe, vous le faites usurper. Allez, tout ce qu'on pourra faire avec, c'est se connecter à votre serveur Apache. On ne pourra pas faire plus. C'est déjà pas mal, hein, je veux dire. Mais ça n'ouvre pas de possibilités supplémentaires directement. On sait aussi faire du Kerberos ou de l'authentification par LDAP, etc. Sur du web service, c'est quand même assez rare, et en plus, ça limite les usages quand même à des gens qui sont des personnes physiques, qui sont déjà authentifiées sur votre réseau interne, dans votre AD. C'est pas trop l'usage du web service en général. Okay, donc c'est supporté techniquement, mais je n'ai jamais vu d'intérêt profond. Donc ça, on peut le faire côté Apache, et pour les utilisateurs Internet, pareil, on va dans Administration Web, et dans l'onglet Avancé, il y a un petit outil qui vous permet de renseigner directement la liste de validation, puisque la liste de validation, vous n'avez aucune commande système qui permet de... il y a la création, mais il n'y a pas de commande système qui permet d'ajouter et voir le contenu, etc. Alors, il y a des outils qui existent, mais pas fournis en direct. Donc ça, c'est une possibilité. C'est de l'authentification basique. C'est pas un truc hyper robuste, hyper sécure et complet, d'accord, mais déjà, ça permet d'avoir une authentification d'utilisateur. Alors, c'est pas parce que l'utilisateur est authentifié qu'on va exécuter avec le profil de l'utilisateur. Ça permet juste de montrer patte blanche. De toute façon, je suis dans un cas où je n'ai pas de vrai profil d'utilisateur. Je ne risque pas d'exécuter avec. On a quelque chose qui est relativement nouveau, c'est pour ça que j'ai remis les groupes PTF correspondants dans le serveur IWS, qui permet de gérer ce qu'on appelle des utilisateurs, des registres, des groupes, des rôles. En gros, on va redéfinir des utilisateurs, mais cette fois pas dans une liste de validation, dans un fichier XML. On va définir des groupes, donc les utilisateurs, on va les mettre dans des groupes. On va définir des rôles, et on va affecter tout ça à des services. L'idée, c'est de dire que dans les personnes qui appellent un service, par exemple, je prends un cas d'école, un service de gestion de client. Il y a peut-être des utilisateurs qui ont le droit de lire les données du client, mais que tous les utilisateurs n'ont pas le droit d'aller supprimer un client, par exemple. Donc, on va pouvoir définir ce genre de choses directement par du paramétrage, sans avoir besoin, du coup, de faire du code supplémentaire dans l'implémentation de vos programmes. C'est ça tout l'intérêt. Il y a un deuxième intérêt aussi. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va définir. Comment ça se passe? En réalité, vous allez définir dans l'IFS des fichiers XML qui vont, je vais le prendre par le bas, qui vont correspondre à vos profils utilisateurs. Alors il faut mettre profil mot de passe dans les fichiers XML, donc attention, vous m'enlevez les droits dessus, hein, etc. Vous définissez des utilisateurs. On va définir des groupes d'utilisateurs. D'accord? Donc, en fonction des usages, donc, comme on fait des profils de groupe, avec des profils IBMI, l'idée c'est la même. Okay. Vous répartissez vos profils dans des groupes et on va aller définir également des rôles. On verra plus tard comment on fait bien et tout ça, et on va dire que par exemple, pour le rôle d'administration, il y a un utilisateur PV, je ne sais pas ce qu'il fait sur ma machine, un utilisateur PV, mais aussi tous les utilisateurs qui sont dans le groupe du BIS, c'est-à-dire MBO, PLB. Donc on peut mettre des groupes, on peut mettre des profils uniques, on peut mettre plusieurs groupes, évidemment. Je n'ai pas fait pour des questions de place, mais vous répartissez vos profils. On va indiquer dans la configuration du serveur Java qu'on a des rôles, on a des profils, on a des utilisateurs. Et quand vous allez voir les propriétés d'un service qui est déployé, on va pouvoir dire que ce service sera
appelable, invocable uniquement par les personnes qui ont un rôle d'administration ou de mise à jour ici dans mon exemple. Ça, c'est pour la globalité du service. Vous pouvez limiter des services en fonction non pas d'un utilisateur, mais de l'affectation d'un utilisateur à un rôle, ce qui est plus souple. Et si votre service il fait plusieurs, ce qu'on appelle des opérations, il fait plusieurs choses, par exemple un service de gestion des clients, il peut faire de la lecture, de la suppression, de la mise à jour, ben, on peut descendre au niveau opération, et pour dire, pour cette opération-là, je veux qu'il n'y ait que les utilisateurs qui aient le rôle de mise à jour qui puissent appeler. On peut descendre encore un niveau en dessous. Quand tu parles d'utilisateurs, c'est toujours les utilisateurs qu'on a créés dans... C'est toujours pas des vrais utilisateurs. Ouais. D'accord, c'est toujours je ne vais pas les appeler utilisateurs Non, Internet, on va faire parler avec l'autre, mais c'est jamais que des utilisateurs, c'est jamais que des noms qu'on a mis dans un fichier XML. Mais donc, je ne peux pas parler d'utilisateur, mais d'authentification en compte là. Mais l'authentification, authentifie pas une personne, c'est un autre débat. Et là, ce qui nous intéresse, du coup, c'est d'avoir toute une mécanique qui dit je suis capable d'avoir des authentifications multiples, attachées à des rôles et d'autoriser certaines choses à tel utilisateur ou tel autre utilisateur en fonction de son rôle. Donc ça, c'est quand même assez fin, c'est pratique. Et surtout, encore une fois, ça vous évite de le faire dans votre code RPG, parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui le faisaient dans le code RPG. Parce que, voilà, c'est comme ça. Il fallait bien le faire quelque part. Et ça m'intéresse d'autant plus que c'est fait tout seul, c'est du boulot en moins pour vous. Et en plus, c'est fait avant qu'on déclenche le code RPG. Et j'aime bien cette idée-là, que ce soit fait avant qu'il y ait du traitement qui soit déclenché. Si on veut prendre la sécurité, on va essayer de bloquer au plus vite. Donc ça, c'est assez efficace, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas vu grand monde qui s'en sert encore. Donc ça, c'est quand même, c'est ce qu'on disait, d'accord, donc c'est quand même assez fin pour aller régler vraiment service par service, méthode par méthode, c'est quand même assez suffisant. Maintenant, ça reste une authentification qui peut être une authentification technique sur laquelle on va pouvoir également avoir d'autres mécanismes qui existent, qui sont en place et qu'on devrait pouvoir utiliser. Donc, par exemple, si vous avez déjà des web services chez vous, il y a de fortes chances qu'il y ait des authentifications basées, alors j'en ai pris deux parce que j'ai pris les deux plus connus, mais basées sur OAuth, OAuth 2 ou JWT. C'est les deux qu'on voit énormément en ce moment. J'ai mis les deux parce que le mécanisme n'est pas le même entre les deux, d'accord, mais ce que je veux montrer, c'est qu'on sait faire et que vous avez la main dessus. Je prends OAuth 2, c'est les mécanismes de Google. En fait, OAuth 2, c'est basé sur une tierce partie de confiance. Moi qui veux appeler un service, je vais aller demander un jeton au serveur OAuth 2 qui me connaît à l'avance, qui sait ce que je peux faire, pas faire, parce que j'ai un abonnement, on a déjà paramétré des choses. Et je vais dire, je veux appeler le service de gestion des clients, je vais lui demander un jeton. Il va me le renvoyer si j'ai tous les droits qui vont bien. Et ce jeton-là, je vais le transmettre à mon service de jeton de client. Et mon service de jeton de client, mon service de gestion de client, quand il reçoit le jeton, il va rappeler le serveur OAuth 2 en lui disant est-ce que ce jeton est valide. Si c'est OK, on fait le traitement. Si c'est pas bon, on ne fait pas le traitement. Donc, il y a plein de protocoles comme ça qui existent, basés sur tripartite, OK, sur une troisième personne de confiance. Le JWT, il est un tout petit peu différent. C'est qu'on a déjà fait un échange préalable de certificats ou de clés de cryptage, et l'appelant va encoder un jeton avec des informations et sa clé, et le serveur va récupérer le jeton, et s'il arrive à le décoder, ça veut dire que leurs clés sont bien compatibles et qu'elles ont bien été échangées préalablement, et du coup, on va faire confiance aux informations qui sont dans le jeton. Des choses en plus, okay, mais dans le principe, c'est celui-là. Ça, typiquement, ce n'est pas des mécanismes qui sont supportés directement par tout ce qu'on a vu dans les options de déploiement préalablement. Pour des clients, on a développé ce genre de truc en RPG. Parce que pareil, il y a un moment, il fallait le faire quelque part. C'est pas toujours drôle, surtout le JWT, c'est pas drôle du tout. Mais ça marche, ok, on sait le faire, mais encore une fois, on déclenche du code avant de savoir si réellement on a l'autorisation de le déclencher. L'avantage des jetons, c'est qu'ils peuvent aussi porter de l'information. Quelle est la personne qui est physiquement représentée, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter avec un identifiant technique, mais on est capable de porter que le gestionnaire qui fait la demande, réellement, en tant que personne, il s'appelle comme ça. Donc c'est aussi des informations en termes de métier dans vos applications que vous avez besoin d'avoir souvent.
Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire passer dans le jeton. Maintenant, les jetons, il faut qu'on les valide avant de pouvoir déclencher les services. Donc pour ça, on a aussi une fonctionnalité qui est arrivée il y a relativement récemment, c'est pour ça que j'ai remis les PTF encore une fois, c'est le TAI, le Trust Association Interceptor. Alors, je fais très court. Le serveur IWS qui exécute tout ça, c'est un serveur Java. IBM a prévu un endroit sur lequel vous pouvez mettre votre code à vous pour faire ce que vous voulez avant d'exécuter réellement la partie « je déclenche le programme » sur IBM. Et donc, dans le « ce que vous voulez », il y a ce que vous voulez. Donc, si vous avez de l'authentification Auth 2, vous faites du code Java qui permet de valider de l'Auth 2. Si vous avez une autre, vous mettez du code Java qui fait autre chose. Donc ici, c'est juste 3 lignes qui fonctionnent chez moi, qui permettent de dire que quand une requête arrive, je vais aller extraire une entête qui s'appelle autorisation. C'est là où on met les jetons. Donc je récupère en fait le jeton dans l'entête HTTP. Et puis j'ai écrit une petite méthode, parce qu'on est en Java, qui s'appelle valide de token. Le token ici, en réalité, c'était un autre service qui permettait de le valider. Et si le service disait c'était OK, à ce compte-là, mon jeton était validé. Et cette petite particularité, votre code Java ici doit retourner une authentification, comme si on avait fait une authentification par utilisateur groupe héros. Il faut qu'à la fin, le serveur derrière puisse retomber sur quelque chose. Mais en tout cas, en termes de mécanique de validation, vous mettez ce que vous voulez. Et moi, c'est pour ça ici, je ne mettais pas, c'était un exemple, hein, donc j'avais mis une authentification en dur qui était NBO, qui était un des users dans mon fichier des utilisateurs. Et puis, si mon jeton n'était pas validé, je provoquais une erreur 403. L'erreur HTTP 403, c'est une erreur qui dit bad authorization, je crois. En gros, tu n'as pas le droit. Fais pas ça, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, on a de la mécanique côté, donc on peut crypter, on peut mettre de l'authentification, on sait gérer du jeton, on doit retomber sur l'authentification, mais on sait faire. On a quand même pas mal de mécaniques qui permettent d'aller bien sécuriser nos services. Pour finir sur le TAI, il faut indiquer simplement dans la configuration du serveur Java que vous allez fournir du code Java, donc un point jar, il faut indiquer où est le code sur l'IFS et quelle est la classe qui permet de déclencher. Ok, on est pas mal. Et là, tu es au niveau, pas Apache, mais en dessous déjà. Là, on a passé l'Apache, on est déjà au niveau Java. Mais pour du jeton, c'est normal, puisque pour invalider le jeton, il faut exécuter du code. L'Apache, lui, il ne sait pas exécuter du code, il sait faire que du statique. Dès que c'est dynamique, l'Apache, il passe la main, donc ici, il passe la main au Java. Bon, et puis, je regarde où j'en suis. 2, 3, ah bah, je suis pas mal, je finis. Une banalité affligeante, mais donc c'est pour ça que j'ai bien mis en gros, c'était un néologisme, hein, c'est un truisme. Attention, l'URL, elle n'est pas cryptée, parce que l'URL, on s'en sert pour le routage de la requête. Donc l'URL, elle n'est pas cryptée. Je vous rappelle que sur l'URL, on peut mettre de la donnée. Donc oui, vous pouvez mettre de la donnée sur l'URL. Si vous dites « je veux aller à la page numéro 4 », c'est pas très grave comme donnée, d'accord? Mais mettez pas sur l'URL des numéros d'IBAN, sécu. Identifiant mot de passe. Identifiant mot de passe de connexion. Donc voilà, exactement. Donc ok, on est dans la tautologie, mais pourquoi je l'ai mis? Parce que j'en ai vu. Trop. Ok, donc l'URL n'est pas cryptée. Par contre, si vous êtes HTTPS, les entêtes sont cryptées. Donc ce genre d'infos techniques, vous me les faites passer dans les entêtes. Et si c'est métier, évidemment, ça ne passe pas dans le clair. Donc, ok, après, on est plus sur des réflexions par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur les clients. N'hésitez pas, parce que la mécanique est très répétitive, donc n'hésitez pas à vous outiller pour aussi pouvoir, vous, avoir un suivi en termes de production de ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à vous faire des petites fonctions, des programmes de service qui sont capables de faire de la log en disant tel service a été appelé tel jour à telle heure, voilà le temps de réponse, entrée-sortie, etc. Mais ça vous permet un petit peu d'avoir des stats si vous n'avez pas trop d'outillage autour. Et comme j'ai plus d'une minute, je fais très vite. Malgré tout,
quand vous allez arriver à des stades un petit peu plus industriels de mise en place de web services, bah, la question de l'outillage, elle va se poser. Et si vous êtes en train de mettre beaucoup de web services sur IBMI, c'est que vous en avez déjà beaucoup ailleurs. Et quand vous avez beaucoup de web services, en général, on commence à passer par ce genre d'outils. Alors, ils ont tous un rôle différent. J'ai fait un package global parce qu'ils ont un rôle différent, mais ils se recouvrent à 40%. On va pas rentrer dans le détail, d'accord, mais vous avez derrière des produits de gestion, des bus d'API, des produits d'API, je vais rester plutôt sur l'API Manager, qui permettent justement de centraliser au niveau de l'entreprise quelles sont toutes les API fournies, toutes les API consommées, de faire les règles de passage de l'une à l'autre s'il y en a, de dire quel consommateur a le droit d'appeler telle API, de dire il a le droit de l'appeler de 9h du matin à 18h le soir, sinon c'est bloqué. Il a le droit de l'appeler 100 fois dans la journée, mais pas plus, parce que vous faites payer les licences. Mais c'est réellement, d'accord, ça permet de régler tous ces sujets-là. Et donc, ils sont assez nombreux, ces sujets-là. Et l'avantage des API managers, comme ça, c'est que du coup, vous allez avoir un contrôle très fin de la sécurité qui va être géré globalement, et pas qu'au niveau de votre serveur IBMI, mais globalement dans l'entreprise. Et le but du jeu, c'est quand même d'aller faire l'effort, nous, d'être compatibles avec ces outils par rapport aux services qu'on fournit pour pouvoir rentrer dedans. C'est ça le truc intelligent à la fin. Ils font un tas de choses, il faut quand même qu'on en profite. J'ai pas dit qu'il fallait pas sécuriser, hein, ce qu'on a vu avant. J'ai dit que plus fin, il faut derrière aller s'outiller, sinon vous allez faire beaucoup de choses à la main. Donc, ils gèrent vraiment un tas de règles. Ils sont capables de détecter les attaques, de faire des filtrages par zone géographique, IP, enfin, voilà, des trucs qu'on aurait quand même du mal à coder nous-mêmes s'il fallait le faire. C'est des vrais produits intelligents. Par contre, dès que tu as des produits comme ça, tu passes par le Java direct. Ou tu le laisses comme un serveur Apache. J'ai les deux Ouais. chez mes clients, parce que moi j'en ai pas, mais j'ai les deux chez mes clients. Ça va dépendre aussi un petit peu des constructions des infras. Est-ce que c'est tout en local? Est-ce qu'il y a une partie infogérée? Est-ce que les partenaires ils viennent directement? Est-ce qu'ils passent par bon. Donc là, je suis moins catégorique, mais oui, j'entends que si l'API manager il fait 90% du boulot, on peut se passer de l'Apache. Il faut être sûr qu'au niveau réseau, on soit capable de verrouiller les flux pour qu'on passe par l'API Manager. C'est là où je suis moins sûr. Je ne l'ai pas montré, mais évidemment, les outils sont capables de générer des logs. Alors, les logs, on a toujours le débat de trop de logs, pas assez de logs et compagnie. Moi, je vous encourage à produire beaucoup de logs, mais à les épurer souvent. Quand ça marche. Voilà. Ou les envoyer dans un puits de log externe via un logiciel quelconque. Genre, des noms, ça ne partira pas parce qu'on ne les a pas encore vu tourner. Mais typiquement, c'est ce que peuvent faire les API managers. Ils sont capables d'aller agréger de la log, en fait, pour retrouver le cheminement d'une requête de bout en bout. C'est-à-dire du moment qu'elle est rentrée sur votre premier proxy sur Internet, les 3 rebonds dans vos différents systèmes avec la écriture qui correspondent, c'est la log de l'IBM. Parce qu'on va rajouter un petit identifiant unique en fait qu'on va passer en tête tout le long et si on récupère toutes les logs, on est capable de tout tracer avec ces outils-là, y compris les temps de réponse, les volumes d'appels, lesquels ont mal répondu, etc. Chez certains clients, ça va sauver la vie parce qu'on avait des temps de réponse qui étaient à 30 millisecondes et de temps en temps, on avait des temps de réponse à 2 minutes. Et heureusement qu'on avait les traces détaillées pour dire, bah ouais, quand le numéro de client c'est dans la tranche VIP, il y a un truc. C'est normal, on fait plus de traitement. Donc non, c'est vraiment des produits intéressants, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais voilà, il y a beaucoup de réglages qui sont possibles, beaucoup de réglages qui ne sont pas très compliqués par ailleurs, qui sont assez efficaces. Il faut déjà commencer par là. Derrière, il faut aussi se rapprocher des équipes réseau et des équipes qui utilisent déjà ces produits-là pour finir l'intégration. À mon avis, c'est vraiment la bonne idée. Et je vais m'arrêter là, puisque je pense que... Rendre une petite question. Oui, bien sûr. Bon, et en plus, c'est même plus général sur les web services, etc., les serveurs Apache et tout. On a encore, nous, pas mal de clients qui sont en réplication standard, type QuickDD ou autre. Comment ça se passe au niveau de tous ces trucs-là? Parce que là, déjà, pour arriver à trouver, pour répliquer des web services, pour les avoir de l'autre côté, pour répliquer les trucs, même PreciseVie n'a pas trouvé les fichiers.
Donc, est-ce qu'il faut, là, dans tout ce cas-là, et en plus la sécurisation dont tu nous parles, il faut reproduire la chose de l'autre côté obligatoirement, et après, par quel mécanisme, quels sont justement les fichiers, parce qu'il y a forcément des modifications qui sont faites, des tas de choses qui sont faites, ou est-ce qu'il faut vraiment considérer que malgré la réplication, on fait abstraction complètement de ce qu'il y a et on rebâtit chaque fois, chaque fois qu'on touche d'un côté, on fait l'autre côté. Là, pareil, c'est que si on veut redémarrer rapidement sur les machines de backup, il faut que les confs elles soient faites, ou enfin que ce soit quasi opérationnel quand on a besoin de basculer. Ouais, mais est-ce qu'on sait le gérer par la réplique ou est-ce qu'il faut simplement procédurer chez le client en disant, bah, écoutez, il y a ça qui est fait d'un côté, vous faites à l'identique de l'autre côté. Pourquoi je le hoche de la tête? Je réponds juste à ça. Ça dépend de la bascule. C'est-à-dire que est-ce que la machine de dispo, elle redémarre avec tous les attributs de la machine de prod, même nom, même ICP, même ça, Oui. ou est-ce que elle est différente, mais par le réseau, on va changer le VMS, on va aller Non, elle est strictement, elle prend la place, elle prend lieu et place de la machine de prod. La seule différence, c'est le numéro de série. La réplication, pour moi, fait 90% du boulot. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a les 5% qui restent. Alors, tout ce qui est backup, on mettait tous les fichiers qu'il fallait répliquer, parce que par exemple, des web services, les envoie à Google, c'est tout les serveurs d'appli. Ouais, mais il y a des trucs, on voit les choses, mais ils ne sont pas fonctionnels de l'autre côté parce qu'il manque des trucs. C'est pareil pour les certificats, c'est pareil sur plein de choses. Hein. Tu peux les sauvegarder et restaurer de l'autre côté par des commandes QShell. Donc ça, c'est plus simple. Donc, le tout, c'est de procédure. C'est une procédure. Dans WS, il y a une procédure aussi, hein, je ne sais pas si il y a une procédure de backup restore ou backup vraiment tous les web services. Par les commandes shell, on peut même backuper le serveur complet et restaurer de l'autre côté. Nous, on recommande, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les backup restore en fait, on recommande au niveau, quand on va déployer un service sur la machine de prod, d'aller le déployer aussi sur la machine de backup. Ouais, c'est que procéduré. En fait. C'est-à-dire ce qu'on fait d'un côté, on fait de l'autre. Après, je dis qu'on a eu beaucoup de soucis sur les backup restore. C'était aussi au démarrage qui était fourni. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est cette idée qu'il y a eu de soucis, mais je n'ai pas le recul là-dessus. Je pourrais pas le dire. Parce que pareil, tu vois, sur toute la partie sécurisation là, dont on a apporté la page Java, etc., et qui est liée à tous les points dont on parle, c'est pareil. Tes fichiers de conf, si je les réplique à l'identique de l'autre côté, ça va poser un souci. Bah, pour le coup, non. Si la machine elle doit redémarrer exactement dans la même conf, avec les mêmes IP, etc., les fichiers, là, on peut les restaurer. Et après, on peut imaginer des configs un peu active-active. Si tout ce qui tourne dans l'IFS peut être actif aussi, et c'est la première machine. Sur être sûr d'être. Par ces méthodes de réplication, c'est pas toujours simple, c'est vraiment sur un mode actif-passif. Ouais, voilà. Ça dépend. Donc, dans ce cas-là, quand on met en prod, il faut faire une procédure pour, de manière synchrone, déployer de deux côtés. Sur l'actif-actif, il y a des questions de licence aussi en général qui ne permettent pas de. Surtout ça. Ça coûte cher. Oui, je parlais plus de la partie c'est vraiment sur de la réplication de synchrone, on va dire, d'éditeurs. De type qui sont connus, hein, des Precisely, des Linux, des trucs comme ça. En tout cas, sur AWS, c'était la problématique. Donc, il y a tout un command line. J'essaie de prendre la parole, non, parce qu'on a déjà un peu débordé. Donc, merci beaucoup aux deux participants. C'était très intéressant. Merci pour votre patience.